ont pris la ville de Cusco, qui était la capitale de l'Empire. Mais attention, cet empire Inca, c'était un empire de plus dans l'évolution de l'Amérique précolombienne. Et c'était un empire qui reposait bien sûr sur la conquête par les Incas ou de d'autres groupes ethniques, Aymara, etc., jusqu'au nord de ce qui est aujourd'hui l'Équateur et jusqu'au sud, jusqu'à la frontière de ce qui est aujourd'hui le Chili. Et lorsque les Espagnols sont arrivés, très peu nombreux, des groupes indiens subordonnés aux Incas et dominés par les Incas se sont ralliés aux Européens pour prendre une revanche historique. Sans quoi, les 300 ou 400 Espagnols n'auraient jamais gagné. Si des milliers d'Indiens n'étaient pas venus, et pourquoi ils sont venus aider les Européens qui ensuite allaient les conquérir et les subordonner? Parce qu'ils avaient des comptes à régler avec la subordination subie par l'expansion de l'Empire Inca. C'était la même chose au Mexique. 300 Espagnols arrivant, même s'ils ont des chevaux que personne n'avait jamais vus, un animal, ou des armes d'acier, en fait, des groupes locaux subordonnés aux Aztèques sont venus comme supplétifs, quoi, renforcer l'armée espagnole et conquérir le Mexico, quoi. Donc, c'est un phénomène historique très ancien. L'expansion et la colonisation, la construction d'empires par des peuples qui ont la capacité militaire, la capacité peut-être économique, mais c'est pas évident que ce soit la capacité économique. L'empire mongol, les empires mongols qui auraient été immenses, eh bien reposaient avant tout sur la puissance militaire des Mongols, leur capacité de se déplacer, de conquérir des villes. Donc la colonisation, c'est un phénomène de l'histoire, et avant de le juger d'un point de vue moral, il faut, et de la condamner bien sûr, il faut la voir comme un processus historique qui a été des dizaines de fois répété. Donc ce qui est très important, c'est de voir que le cœur du problème de la colonisation, c'est la perte d'une souveraineté, c'est-à-dire la capacité pour les groupes conquis, subordonnés, de continuer leur développement par eux-mêmes, selon leur propre façon de penser et d'agir. Et une colonisation, c'est pas simplement une subordination militaire, c'est un peu l'effondrement presque immédiat ou graduel de tout ce qui faisait l'armature globale des sociétés, car ce qui fait l'armature d'une société, c'est pas la parenté, c'est pas les rapports de parenté, les aïlous, non, c'est l'unité de ces groupes de parenté sous un régime de pouvoir et sous un régime, j'allais dire, cosmique, c'est-à-dire les rapports avec leur propre Dieu, leur propre culte, etc. Or, on a vu tout à fait, avec la colonisation espagnole, une attaque, pas seulement pour mettre les gens en servitude et pour les exproprier de l'or et de l'argent. On a vu un travail immense fait par les Espagnols pour christianiser, pour éradiquer ce qu'on appelait l'idolâtrie. Éradiquer l'idolâtrie, détruire les lieux de culte, interdire les rites, etc. Et christianiser les esprits. Voilà. Donc, c'est ce que Kozinski a appelé la colonisation, cette fois, de l'imaginaire des autres. Donc, vous comprenez que lorsque l'indépendance est possible, beaucoup de choses vont se passer dans l'ouverture sur une situation postcoloniale. Mais je reviens sur le fait, j'ai vécu moi-même en Nouvelle-Guinée.
Donc je suis arrivé dans un groupe local, une tribu comme on appelle, exactement 7 ans après l'arrivée du pouvoir colonial australien. Donc tous les gens que j'ai connus, qui étaient de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avaient vécu une partie de leur vie totalement dans l'indépendance tribale. Et j'ai pu observer la rupture qui s'est faite quand ils ont été colonisés. Ils ont été dépossédés du droit d'utiliser des armes. En fait, ils les ont gardés. Mais ils ne pouvaient plus régler leurs comptes selon leurs lois. Il fallait les régler selon la loi australienne, c'est-à-dire une loi occidentale. Donc, le pouvoir de justice, ils l'avaient perdu. Le règlement de leurs différends et de leur lutte d'intérêt devait passer par la loi, c'est-à-dire les codes occidentaux. S'ils étaient punis, ils allaient dans une prison occidentale, alors que jamais les Barouillas n'auraient pu penser à construire une prison. Donc, vous voyez la différence, la différence, mais la différence de mode de vie qui commence à partir du moment où on est colonisé. La tribu qui était souveraine devient un groupe local sur une liste de l'État, une liste de toutes les tribus et de tous les groupes ethniques de la société. En plus, la Nouvelle-Guinée n'était pas une nation. C'était 1532 langues différentes, rattachées à 7 grandes familles linguistiques, mais les gens ne se comprennent pas, et ils ont été ensuite rassemblés après la colonisation dans un État. Et cet État a dû se construire une identité nationale après, car l'État précède la nation dans la colonisation. L'État était une institution ignorée complètement, ce qui n'est pas le cas dans l'Amérique précolombienne, bien sûr, ou dans l'Asie et dans d'autres parties du monde. Les États existaient depuis longtemps. Dans l'Amérique précolombienne, il y avait des États et des empires. Là, dans cette société, dans toute la Polynésie, il n'y avait jamais eu d'État. Il n'y avait jamais eu de ville. Et donc la colonisation a rassemblé presque 2000 groupes qui souvent s'opposaient entre eux, se faisaient la guerre, et a dû construire une identité nationale après l'indépendance. Donc ça, réfléchissez aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que après l'indépendance de la Nouvelle-Guinée, les Barouillas n'ont pas récupéré leur identité propre, ils n'ont pas récupéré leur souveraineté précédente, elle était désormais définitivement abolie, ils étaient devenus non plus des membres autonomes d'une tribu indépendante, mais des citoyens d'un État postcolonial dont l'indépendance lui avait été attribuée par le gouvernement australien sous pression internationale de ces grands processus de décolonisation qui, après la Seconde Guerre mondiale, a complètement bouleversé les rapports de force entre l'Occident et le reste du monde. Le deuxième mouvement qui a bouleversé complètement les rapports de force et d'intérêt entre l'Occident, the West and the Rest, c'est l'effondrement du communisme. Alors, je ne pense pas que la Chine aujourd'hui soit vraiment un pays communiste, ou même que Cuba le soit resté. Et donc, ces deux collapses, ces deux effondrements de grandes structures mondiales ont complètement changé les rapports de l'Occident avec le reste du monde, la décolonisation et l'effondrement du socialisme dans toute une série de pays depuis bien sûr la Russie jusqu'à la Chine, le Vietnam et quelques autres pays d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème. La décolonisation, aujourd'hui, c'est pas le problème de l'Empire Inca. C'est le problème
non plus de l'indépendance et de la création des États comme le Pérou, l'Équateur, après la rupture avec l'Espagne et l'Empire espagnol. La question aujourd'hui de la décolonisation, c'est la nouvelle place, si vous voulez, la place nouvelle et l'identité à construire dans le monde moderne, globalisé. Et cette identité est toujours, si vous voulez, en référence avec l'Occident. Je vais vous donner un exemple très important. C'est le problème de l'islam. Les pays musulmans qui ont été conquis par les Français et les Anglais, pendant la période coloniale, il s'est passé un phénomène très important que vous allez pouvoir comprendre facilement. Les élites qui se sont formées dans la période coloniale ont appris le français et l'anglais, et une partie de ces élites sont allées dans les universités d'Occident, aux États-Unis, en Angleterre, en France ou en Allemagne. Bien. Pendant les périodes coloniales, l'islam qui faisait partie profondément du mode d'existence et de pensée de toutes ces sociétés d'Irak et d'autres. L'islam a été plutôt marginalisé par les pouvoirs coloniaux. C'est une religion, bien sûr, mais c'est une affaire privée. Or, l'islam ne peut pas être une affaire privée depuis sa naissance. C'est une affaire commune et collective. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé donc dans tous ces pays, et ça vous intéresse, la formation d'élites bilingues ou trilingues, parlant l'arabe bien sûr, mais le français, ou bien l'anglais, etc. Et biculturelles, c'était des gens ayant défendu ou pris dans leur mode de pensée et de vivre des valeurs de l'Occident. Et parmi les valeurs de l'Occident, il n'y a pas que le colonialisme. Il y a les droits de l'homme, etc. La défense, toujours proclamée, des droits de l'individu, a affirmé son indépendance et ses choix, pour les femmes par exemple, etc. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Il s'est passé que les élites qui s'étaient elles-mêmes acculturées ou qui avaient été acculturées en partie, ont mené contre l'Occident des luttes pour l'indépendance. Donc, à nouveau, pendant cette époque, l'islam, si vous voulez, dans ces pays, était resté à l'arrière-plan. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après les luttes d'indépendance qu'ont conduites justement ces élites bilingues et biculturelles ou multiculturelles, il fallait reconstruire des identités postcoloniales. Et j'arrive à ce point. Reconstruire des identités postcoloniales dans les pays où l'islam a été la religion générale. Eh bien, dans l'époque postcoloniale, on a vu, avec étonnement en Occident, l'islam se réaffirmer et revenir au centre pour les masses, parce que ça faisait partie d'une dimension de leur existence qui était refoulée, mais qui était toujours présente, et ensuite, c'était une valeur et une dimension non occidentale. Donc, dans les pays d'Orient, ou d'ailleurs, après l'indépendance, il y a toujours le problème de résister et de lutter ou de se mettre à distance de l'Occident. Eh bien, pour la reconstruction des identités dans ces pays, l'islam est devenu une valeur nécessaire, a été utilisée et a été utilisée par beaucoup de groupes de façon différente,